Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre atelier Transformation de l'offre et responsabilité associative. On vous propose un format voilà, un peu discussion en présentiel. Donc normalement pas de problème de connexion et de mauvais liens. Juste quelques règles quand même. Je vous inviterai quand vous souhaitez prendre la parole à demander le micro puisque tout ce que l'on dira sera enregistré. Et pourra être retenu contre vous, voilà. D'où la présence d'un juriste. Euh, c'est ça. Donc voilà, je vous demanderai, il n'y a pas de clic à faire, mais de lever la main, et puis je passerai parmi vous pour vous transmettre le micro. Donc à l'heure où les politiques publiques prônent la société inclusive, les acteurs de terrain et les personnes accompagnées se rendent bien compte que parfois, sur certains sujets, il existe encore un décalage entre le discours des pouvoirs publics et un réel changement du quotidien. Telle est la thématique que l'on va aborder cet après-midi. Mais avant de commencer, je vais proposer un tour de chaise, puisqu'il n'y a pas de table, on est sorti des tables, pour que chaque intervenant se présente. Jérôme, je vous laisse. Donc Jérôme Collerat, directeur régional d'APF France Handicap, association que vous connaissiez sous le nom des Paralysés de France, qui a changé de nom en 2018. Et très rapidement, en termes de présentation, association qui est organisée autour de 3 grands pôles d'activité. Le mouvement associatif, donc association qui défend le droit des personnes, dont vous avez pu entendre parler récemment autour de la déconjugalisation, de l'accessibilité. Un deuxième volet autour de tout ce qui est offre médico-sociale, enfance, adultes, en institution, à domicile. Et puis un troisième axe autour des entreprises adaptées, des ESAT. Et sachant que l'association a fêté l'année dernière ses 90 ans et a la particularité d'avoir été fondée par des personnes concernées directement par le handicap, puisque c'était 4 jeunes à l'époque atteints par la polio. Donc, ce qui donne une tonalité particulière. Ce n'est pas une association de parents, mais vraiment de personnes en situation de handicap qui défendent leur place dans la société. Merci, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arnaud Vincenot, je suis juriste en droit de l'action sociale et médico-sociale, associé du cabinet Gégard Creatis, qui est un cabinet notamment d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, mais qui fait bien d'autres choses que cela. Et je suis également enseignant vacataire à Assas et à Dauphine dans des masters de droit et d'économie dédiés à notre secteur et auteur d'études au dictionnaire permanent de l'action sociale et au guide du directeur sur les droits des personnes, sur la création de fonctionnement des établissements et services, sur leur financement. Voilà, et puis un ancien du réseau INIOPS sur IOPS pendant 17 ans. Voilà. Bonjour, Bruno Dandois, directeur général de l'association Alged, association lyonnaise, donc sur mon territoire, association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes. Alors, on est un peu plus jeune que l'APF, avec en fait nos 70 ans cette année, l'association, et association qui s'est construite sur la dimension gestionnaire d'établissement sur le territoire, et aujourd'hui des axes qui sont autour de la transformation de l'offre de la société inclusive, de l'aide aux aidants et de la professionnalisation sur l'évolution des différents handicaps, voilà, sur l'association. Et donc Arnaud Lecoq, directeur de l'Euriops de Normandie. Donc je vais essayer d'animer du mieux possible ce temps. Et précédemment, juste pour que vous sachiez d'où je vous parle, directeur d'établissements médico-sociaux en Normandie, donc, et plutôt dans le champ du handicap adulte. Je vais commencer par une petite introduction. Et je suis désolé pour vous, mais je ne vais pas faire du Pierre Rosanvallon. Je vais m'appuyer sur ce que j'ai préparé. À chacun ses compétences donc ce qu'il faut se rappeler, en tout cas ce qu'on souhaite rappeler dans cette introduction, c'est que dans le champ de l'aide sociale, les associations étaient engagées bien avant l'État dans la gestion de structures et dans l'aide apportée aux personnes. Et ça l'est encore aujourd'hui. On estime qu'aujourd'hui, entre 55 et 75% de l'aide sociale sont portées par le secteur non lucratif. Les associations, d'une manière plus générale, le secteur non lucratif, quand je dis non lucratif, donc les fondations, les mutuelles comprises,
joue un rôle historique de médiateur en exprimant les besoins des populations qu'elle représente et en élaborant des problématiques sociales et aussi en amenant des réponses à ces populations dites vulnérables. Cette fonction de médiation tend à être inexorablement supplantée par la place d'opérateur en raison d'un management de plus en plus gestionnaire et centré sur les activités. On retrouve là des éléments qu'on a pu déjà un peu entendre et évoquer ce matin en plénière. Si l'on considère que la politique renvoie à l'art et à la manière de diriger en vue du bien commun toutes les activités d'une société, les associations ont donc toute leur place dans ce cadre-là. La politique, si on la définit telle qu'elle, revêt donc intrinsèquement un pouvoir de changement des personnes concernées. Et donc lié à l'engagement notamment citoyen. L'engagement de chacun qu'on a pu aussi entendre. On peut donc penser que le rôle de la société civile et des associations est indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie. Toutefois, ce contexte nous renvoie à des contradictions en qualité d'opérateur, terme qu'on a entendu aussi lors de nos débats. Les associations sont soumises à un encadrement renforcé de leur activité par des réglementations dont le volume et l'emprise n'ont cessé de croître au nom de la cohérence et de l'efficience de la politique publique. Or, dans le même temps, et en qualité de médiateur, l'association, alors considérée au niveau de son statut juridique, est censée diriger les structures qu'elle a mises en place en se fondant sur ses orientations propres, qui font d'elle un canal de représentation de la communauté politique dans sa diversité. Nous voyons comment l'existence de ces deux mouvements, d'un côté le politique, de l'autre le rôle d'opérateur, l'un descendant qui met en forme à partir des autorités centrales un ensemble fonctionnel et l'autre ascendant qui exprime à partir des citoyens associés des demandes ou des besoins sociaux, affectent directement les associations en mettant en tension leur structure même. Les associations interviennent donc dans plusieurs sphères, que sont le social, l'économique, le politique. Si l'on considère bien ici le politique comme domaine de la conception de la vie dans la cité. En 2024, à ces trois enjeux, nous pouvons ajouter les enjeux environnementaux qui nous paraissent aussi être indispensables et que l'on a d'ailleurs inscrit directement dans le projet politique et stratégique du réseau INIOPS sur IOPS qui est paru en début d'année. Dans ce contexte multimodal, comment parfois, empreint d'injonctions paradoxales, d'inflation normative et de complexité, de contradictions juridiques, le monde non lucratif des solidarités peut-il trouver des réponses adaptées aux attentes réelles des publics qui l'accueillent ? Les associations doivent-elles prendre des risques pour mener à bien leur mission et accompagner l'avènement de la société inclusive ? Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais commencer par donner la parole à Jérôme qui va nous présenter une expérience de sa structure. Alors, je voulais vous parler d'une plateforme de services coordonnés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin qui sent bon la technocratie ? Et peut-être avant de parler de ça, juste resituer, ça m'est venu en écoutant Arnaud sur sa présentation. Je ne sais pas si certains ont vu le reportage de Zone Interdite. Voilà, je trouve qu'on est dans un contexte où on voit bien que il y a de la complexité, il y a de la tension et que dès qu'il y a des reportages qui mettent en scène parfois de façon caricaturale des situations, il y a tout de suite une réponse qui est celle du contrôle, de l'inspection. Et du coup, on voit que les relations ne sont pas si simples. Autre élément de contexte pour situer pourquoi l'intérêt d'une plateforme, c'est-à-dire pourquoi être dans une logique de prestation et de parcours auprès des personnes, c'est ce que nous avons vécu il n'y a pas si longtemps avec la crise sanitaire. C'est-à-dire que, en gros, 20 ans après la sanctuarisation de la place des personnes avec la loi de 2002, dans les établissements, on a vu comment tout d'un coup, la question de la place de la personne est passée derrière. Derrière, pourquoi ? Parce qu'il y avait un risque sanitaire majeur. On ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Mais en tout cas, moi, je peux témoigner, je ne sais pas comment ça a été chez vous,
mais on a pris beaucoup de décisions à la place des personnes, pour les personnes, et sans trop les associer. C'est-à-dire que tout d'un coup, le côté gestionnaire, responsabilité, s'est imposé, comme il s'impose souvent quand on doit appliquer toute la réglementation du droit du travail, du droit du Code de l'action sociale et des familles. Et on voit comment ça devient compliqué de parler d'inclusion quand on est pris dans ces étaux un peu paradoxaux où il faut composer avec la loi, avec la réglementation, et puis avec des situations extraordinaires qui peuvent nous arriver tous les 4 matins. Donc, nous nous sommes intéressés à cette question de parcours, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, et de se dire comment, là où est beaucoup dénoncée la question de l'institutionnalisation, comment sans, de façon caricaturale, là encore, rejeter en bloc l'institution. Je pense qu'il y aura toujours besoin de structures collectives pour accompagner les personnes, mais comment on peut le faire de façon peut-être plus respectueuse des personnes. C'est-à-dire que dans tous les salariés que je vois, tout le monde a chevillé au corps le fait de prendre soin des personnes, de les accompagner, de respecter leur liberté, leur pouvoir d'agir. Sauf que parfois, c'est un petit peu plus rapide de faire à la place. Sauf que parfois, les contraintes de planning, d'organisation du travail font que, là, ça ne va pas être possible parce qu'il y a le temps de relève. Donc, on est pris dans ces enjeux-là et je trouve qu'à travers cette logique de parcours, on peut sans doute, de façon plus offensive, se dire c'est quoi les besoins de la personne, comment on peut davantage recourir au droit commun, comment on peut être le droit commun d'autres, c'est-à-dire ne plus être dans une logique de silo de nos organisations, de dire, voilà, tu es sur une place de femme ou de AM, je donne toutes les prestations qui sont liées à un EAM. Les personnes ne sont pas linéaires, il y a des moments où elles vont avoir peut-être plus besoin de soins, peut-être plus besoin de social, peut-être plus besoin de socialisation. Et c'est comment, à travers cette logique de parcours, on peut répondre à cela. C'est évidemment pas sans lien avec toute la réforme de la tarification, avec Séraphin, dont on ne sait pas trop ce que ça va devenir, ce que ça va produire. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans cette logique de la réforme de la tarification, rien n'est pensé de l'organisation de finesse par finesse. Sur l'expérience que nous tentons de mener sur la métropole lyonnaise, nous avons regroupé toute l'offre adulte dans le cadre d'une plateforme de services coordonnés qui s'appelle la Clé de Soi. Donc, on a 12 autorisations mêlant à la fois des autorisations de compétences ARS et d'autres métropolitaines. Donc, on a une complexité rare d'avoir 12 finesses avec des financeurs différents. Et on revendique auprès de nos financeurs d'avoir une notification vers une plateforme de services coordonnés, de mutualiser les moyens et de se dire, à des moments, la personne va avoir besoin de soins, donc on se concentre sur ce besoin. À d'autres moments, ça sera moins prégnant. Et on propose à nos financeurs de dire, déjà à la MDMPH, d'orienter avec une orientation plateforme de services. Ça n'existe pas dans le Code de l'action sociale et des familles, et de ne rendre compte que dans le cadre de cette plateforme de services coordonnés. Évidemment, aujourd'hui, c'est techniquement impossible. Et pourtant, l'enjeu de dire faites-nous confiance, parce que c'est de ça dont il est finalement question, c'est-à-dire que le financeur va dire mais qu'est-ce qu'il me dit que les crédits de la métropole ne vont pas servir à financer ce que l'agence régionale de santé devrait elle, financer. Donc, on est pris dans ces logiques-là et finalement à devoir rendre compte finesse par finesse, et on a beaucoup de peine à sortir de nos tuyaux d'orgue parce qu'il y a des questions très techniques. Je parlais de la reconnaissance dans le cadre du Code de l'action sociale et des familles de la notion de plateforme, du moins de l'existence d'un établissement qu'on appellerait plateforme. Ça, je pense que ce n'est pas très compliqué de créer ça dans le code. Ce qui est plus compliqué, c'est comment chaque département, dans sa logique d'aide sociale et du coup de récupération de l'aide sociale, on se heurte là à des difficultés inouïes. Je vous prends un exemple et puis je vais
peut-être aussi passer la parole pour ne pas monopoliser. Hein? J'ai encore du temps. Je vous prends un exemple. Vous avez entendu parler des jeunes placés sous amendement Creton. En fonction de la notification qui est faite derrière, c'est-à-dire que si on est orienté vers une masse, le jeune qui est en IEM, il n'y a pas de changement de tarification. Par contre, si c'est vers un EAM, vers un établissement médicalisé, le conseil départemental va rentrer en ligne de compte dans le financement de ces amendements Creton. Si vous orientez ce même jeune vers une plateforme de services coordonnés, qui n'est ni une masse, ni un EAM, ni un EANM, qui va financer cette place. C'est juste un exemple pour vous montrer la complexité de nos organisations administratives et qui viennent finalement se heurter à ce que tout le monde appelle de ses voeux, c'est-à-dire que je pense que le législateur, le financeur, les associations, tout le monde s'accorde à dire comment donner davantage de pouvoir d'agir aux personnes. On parle beaucoup d'autodétermination et on a raison de le faire, mais comment l'organisation finalement administrative, technique, peut être au service de cette autodétermination. Et aujourd'hui, on est dans ce paradoxe de, oui, évidemment, le sens des politiques publiques vont dans ce sens-là, mais la machine administrative ne sait pas du tout gérer ça. C'est-à-dire que l'ARS ou la métropole me disent, mais ok, c'est très bien, on mettra notifié vers plateforme de service, mais masse, pour dire qu'on fait un peu d'attention à l'évolution de la pratique, mais dans les faits, rien ne change. Et je pense que les acteurs associatifs, nous devons vraiment dire, OK, il faut qu'on avance sur une vraie place des personnes, parce que je crois que la vie institutionnelle peut abîmer les personnes. Et je prendrai un exemple dans le cadre de notre déploiement de notre plateforme. Un peu d'autorité, on avait 20 places de foyer de vie et on a décidé d'en externaliser 10, se disant quand même des personnes sur des places de foyer de vie, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui d'avoir des établissements de cette nature-là? Donc, on voulait profiter de cette occasion pour se dire, tiens, si on externalisait, c'est au moins la moitié de ces places, pour y aller progressivement. Donc là, je m'assois sur tout ce que j'ai dit sur le pouvoir d'agir, sur l'autodétermination, puisque ça a été décrété d'autorité, et je n'ai pas vraiment laissé la possibilité aux personnes concernées, si ce n'est de leur dire qui serait intéressé. Évidemment, aucune des personnes n'était intéressée parce que bien trop peur de se dire si ça se passe mal, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, on a proposé des stages pour s'essayer, de voir ce que ça allait donner d'être en appartement. Et les professionnels m'ont dit, mais vous n'imaginez pas, Madame Machin, elle est incapable d'être en autonomie. Madame Machin me disait elle-même, mais moi, je peux pas, j'ai bien trop peur de me retrouver en logement de façon autonome. Mais on l'a fait quand même. C'est-à-dire qu'on a dit, on va essayer, c'est pas grave. De toute façon, vous reviendrez. Puis si ça se passe si mal, dès le soir même, vous serez à nouveau dans le foyer. Et là, d'abord, à 80%, ça s'est plutôt très bien passé. À 80%, les gens ont découvert des capacités d'agir qu'ils ne soupçonnaient pas, déjouant ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes et ce que disaient d'eux-mêmes les professionnels. Et je vous prends l'exemple de Christian, qui est un homme qui avait 25 ans de foyer de vie, qui avait vraiment peur de se retrouver en autonomie et qui a découvert à cette occasion, au bout de 3 semaines, d'abord que vraiment ça lui plaisait, et 2, qu'il était capable de mettre seul ses chaussettes. Parce que pendant 25 ans, on lui a mis ses chaussettes. Et je ne veux pas faire le procès de professionnels qui auraient été à côté de... Non, vraiment, c'est cette logique de la vie collective vient entraver de façon insidieuse, finalement, cette capacité d'agir. Et on a besoin de fondamentalement réinterroger nos pratiques. Alors, appelons ça plateforme, appelons ça parcours, peu importe, c'est du verbiage. Mais derrière ce verbiage, il y a vraiment une intention
qui est celle de redonner vraiment de la place à la personne et pas simplement en faisant un totem dans une loi, mais en se disant comment dans notre organisation, on se donne les moyens d'eux. Et dans ces moyens d'eux, il y a nécessairement à travailler ce lien de confiance dans l'organisation administrative, parce que sinon, on ne transformera pas comme on doit le faire notre offre de service. Jérôme, par rapport à ce que vous dites, et la transformation donc, et l'externalisation des places de foyer de vie, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez travaillé justement avec les pouvoirs publics concernés cette question-là? Vous parliez de 80% on va dire, entre guillemets, de réussite pour les personnes concernées. Les 20% pour qui ça n'a pas fonctionné, est-ce qu'il y a eu un retour en arrière possible? De quelle manière vous avez géré ça au niveau associatif? Est-ce que c'était prénégocié avec les pouvoirs publics, le fait de pouvoir avoir un retour en arrière, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été porté en interne? Oui, on a pu avoir pendant un an la possibilité d'organiser des stages pendant 3 semaines où les personnes s'essayaient. Et j'avais besoin simplement de 50% de l'effectif qui acceptait de glisser sur des places externalisées. Donc ça a pu se faire tranquillement, même si encore une fois au départ, personne n'y croyait. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des blocages très importants, tant du côté des professionnels qui n'y croyaient pas, que des personnes concernées qui n'y croyaient pas non plus. Et aujourd'hui, la difficulté à laquelle nous nous heurtons et que nous ne parvenons pas à dépasser, c'est que dans le cadre de la plateforme, on ne veut plus être dans une logique, vous l'aurez compris, d'autorisation. C'est-à-dire que l'aide-soignante qui intervient aujourd'hui sur un service de soins infirmiers à domicile peut être la même qui intervient dans le cadre de ce que l'on appelle un établissement médicalisé. Donc, on ne raisonne plus en termes de foyer, on parle de logement regroupé ou de logement diffus, avec des prestations qui sont délivrées dans tous les cas au domicile de la personne, que ce domicile soit regroupé ou que ce domicile soit diffus. Mais les aides-soignants à qui je m'adresse aujourd'hui, qui ont pour certains 20 ans de domicile, d'autres 20 ans de foyer, à qui je dis, maintenant, tout le monde intervient au domicile, au chez-soi de la personne, quelle que soit la nature de ce chez-soi. Et là, je n'ai pas pu encore expérimenter le fait de dire aux personnes, vous n'avez pas envie de faire du foyer, entre guillemets, vous n'avez pas envie de faire du domicile, mais essayons d'ouvrir un peu nos chakras et de voir ce que ça représente et d'expérimenter le fait que finalement la prestation est la même. On parle des mêmes actes, simplement c'est des actes qui se font dans un domicile aux 4 coins de la métropole ou dans un domicile qui est regroupé. Donc pour moi l'enjeu aujourd'hui, et je n'ai pas trouvé la clé de ça, c'est de se dire comment accompagner des professionnels à faire cette expérience-là. Et je suis assez convaincu qu'à travers cette expérience, le côté très institutionnel, quand on est en établissement, pourrait être dépassé parce que tout d'un coup, je ne suis plus que salarié d'un foyer. J'interviens dans un logement d'une personne et pas dans un foyer. Et puis, je suis amené à faire des interventions de façon très différenciée. J'imagine qu'au niveau de votre association, vous intervenez aussi sur plusieurs départements. Par rapport à vos projets, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en CEPOM sur l'ensemble de vos champs d'intervention? Est-ce que l'ensemble des territoires joue cette carte du CEPOM? En tout cas pour la Normandie aujourd'hui, l'ensemble des départements ne pratiquent pas forcément le CEPOM, parce qu'on sait aussi que ça peut être une facilité administrative, enfin en tout cas dans la gestion des budgets, qui permet parfois peut-être des passerelles un peu plus souple, on va dire, même s'il y a quand même des contrôles et des comptes à rendre, mais en tout cas, comment du côté des autorités, vous arrivez à négocier vos budgets pour pouvoir permettre ce fonctionnement en plateforme? Est-ce que vous avez des négociations tripartites, voilà. Alors aujourd'hui, la plateforme que nous expérimentons est sur la métropole lyonnaise. On est en CEPOM régional avec l'ARS. Sur les 12 départements, 4 seulement rejoignent le CEPOM régional. Donc on
on est pris là encore dans des logiques kafkaïennes administratives, toute la logique de l'EPRD et de l'ERRD. Quand je vois l'énergie que nous mettons à produire ces ERRD, l'énergie que met le financeur à étudier ces ERRD, sincèrement, je ne sais pas au service de qui c'est. C'est-à-dire que c'est dément, c'est un boulot titanesque, mais qui profite à qui, je ne sais pas. On nourrit une machine administrative, donc je trouve qu'il y a beaucoup à dire. C'est-à-dire que je crois sincèrement qu'on a une fonction publique de qualité, et je ne suis pas du tout à dire vraiment les fonctionnaires tous pourris, loin s'en faut. Je trouve qu'il y a vraiment des gens très bien, mais on est happé dans un système qui rend fou et qui n'apporte pas le contrôle attendu. En tout cas, je pense que c'est un travail aujourd'hui inutile et qui n'est d'évidence pas au service des personnes. Donc, des logiques de silo du côté des pouvoirs publics. J'évoquais en introduction la place des associations, le fait qu'elles puissent aussi avoir une parole politique à un moment donné. Comment se positionne votre gouvernance par rapport, si vous pouvez nous en dire quelques mots par rapport à ce projet, puisque votre projet de plateforme part bien d'un projet associatif qui est défendu, j'imagine, auprès des pouvoirs publics. Est-ce qu'il y a du côté politique, des soutiens Alors, oui, là pour le coup, ça va clairement dans les attendus de notre projet associatif. Et dans le cadre du projet tel qu'on l'a déployé, je disais qu'une des parties de l'association était composée d'élus, d'adhérents de l'association, et qu'on a intégré dans toutes les phases du projet. C'est-à-dire qu'on avait un comité technique, un comité de pilotage pour déployer cette plateforme. Et dans toutes les phases du projet, j'avais une représentation d'élus locaux d'APF France Handicap, donc qui était vraiment partie prenante, c'est-à-dire tout à fait concernés et intéressés par le projet, y compris lorsqu'on allait rencontrer les financeurs ou lorsque le DGCS est venu nous rencontrer pour voir ce qu'on fabriquait avec cette plateforme de services coordonnés. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN de l'association. Moi, je ne pourrais pas, par exemple, signer un CEPOM si les élus locaux n'ont pas été impliqués dans ce que dit ce CEPOM. Merci. Il y aura un petit temps de débat et d'échange après nos propos, mais est-ce qu'il y a déjà quelques questions qui émergeraient pour Jérôme, si vous le souhaitez? Il faut un premier ou une première. Oui, vous avez dit que vous avez, je crois, 12 ou 18 établissements, je ne sais pas trop, dans votre plateforme coordonnée. 12. Et donc, 4 sont financés par le CEPOM. Et les autres, qui sont les financeurs Alors, on a 12 autorisations qui, selon la nature de l'autorisation, vont être financées soit par la métropole, soit par l'ARS, soit par les deux quand il y a du soin et de l'hébergement. En fait, sur le CEPOM régional, je disais, il y a 4 départements sur la région. Il y a 4 départements sur les 12 seulement qui ont rejoint la signature du CEPOM régional. Mais sur la plateforme de services coordonnés, donc on a 12 finesses, 12 types d'établissements ou de services différents. Et comment répartit le financement? Alors, je vais juste rappeler de bien vous demander de parler dans le micro, il n'y a pas de souci, mais c'est parce que les débats sont enregistrés. Voilà. Alors, la répartition des financements, vous parlez de plateforme et avec des parcours diversifiés, et c'est votre plateforme qui décidait de tel service ou tel autre en fonction de la problématique de la personne à un moment donné. Mais comment est-ce que les tarificateurs tarifient et vous versent votre dotation? Alors aujourd'hui, ils la versent finesse par finesse. C'est-à-dire que j'ai beau être organisé en plateforme, le SAVS est financé par le conseil, par la métropole, le SIAD est financé par l'ARS, l'AMAS est financé par l'ARS. Donc on n'a pas réussi pour l'instant du tout à dire il y a un financement commun pour les 12 autorisations. Et on rend compte globalement pour l'ensemble des 250 personnes qui sont accompagnées par la plateforme. Donc,
là, on est vraiment, nous, on structure notre organisation comme si nous délivrions des prestations en demandant aux soignants d'intervenir de façon transverse selon toutes les autorisations et pas se dire, moi, je suis aide-soignant sur le SIAD, je n'interviens que sur le SIAD. Là, on dit, non, tu es aide-soignant, tu as une prestation soin et cette prestation, tu la délivres quel que soit l'établissement ou le service. Mais je dois rendre compte aux financeurs, toujours finesse par finesse. Merci. Je vais vous donner le micro avec un film parce que je ne vais pas pouvoir aller au bout de la salle. Je vous demanderai aussi de bien vouloir vous présenter si vous voulez bien quand vous prenez la parole. Merci. Oui, Charles Baratier, président de l'association médico-sociale de Provence, qui travaille en partie dans le champ du handicap et en partie dans le champ de personnes âgées. Je voulais donc savoir pour cette plateforme à partir de quoi elle a été créée. Est-ce une réponse à un appel à projet ou est-ce vous qui avez proposé cette idée et l'avez obtenue? Non, c'est vraiment une proposition de notre part, même si ce n'est pas nous qui avons la primauté de cette idée. Il y a plein de plateformes qui voient le jour un peu partout. C'est rare d'avoir des plateformes de cette envergure-là et surtout mélangeant les financeurs. On a parfois des plateformes qui sont avec un seul financeur qui peut être le conseil départemental. Même si je ne connais pas aujourd'hui de plateformes qui rendent compte en tant que plateforme, c'est-à-dire qui sortent de la logique du finesse. Monsieur Leneveu, ADVSEA Vaucluse. Sauvegarde. Une question très rapide, la transformation de l'offre, l'innovation. Est-ce que vous avez dégagé du temps et financé pour l'ingénierie? Parce que vous avez dit que vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir, à mettre en œuvre. Est-ce que vous avez été suivi? Parce qu'on sait que dans nos structures, nos organisations, dégager du temps à l'innovation, au développement, on a un peu de retour de nos financeurs. Est-ce que du coup, ils vous ont dégagé du temps pour réfléchir à cette question-là? Parce que c'est une question financière qui me paraît essentielle. Trop peu. Michel Beaubois, Les Clos du Loiret, sur le champ du handicap. Avant qu'on ne plonge complètement dans la technique, je voudrais dire que je suis venu à cet atelier parce que j'ai vu l'expression « transformation de l'offre » qui me fout de l'urticaire depuis qu'elle est sortie, depuis qu'elle est apparue. Transformation, ça veut bien dire changer la forme. Et donc, pour faire des économies, c'est évident, il y a des technico, économico et politico qui ont décidé que du jour au lendemain, alors qu'on essayait de la pratiquer parfois contre leur gré depuis bien longtemps, on nous a servi de l'inclusion à tout crin. Et donc, on nous a dit... Cher gentil petit opérateur, qu'on tient parce qu'on vous tient par le budget, vous devez exécuter fidèlement ce qu'on vous demande. Et ce qu'on vous demande, c'est très concrètement supprimer des places de foyer de vie dont on a bien besoin. Il y a toujours des listes d'attente phénoménales pour faire de l'habitat inclusif. Parce que ça coûte moins cher, mais comme ça, on va pouvoir toucher, si j'ose dire, accompagner plus de personnes. Sur le papier, ça fait bien, ça fait un beau chiffre. Et puis du côté de l'enfance, pareil. Vous allez vous débrouiller avec l'Éducation nationale et d'autres associations éventuellement, et puis vous allez jouer de l'inclusion. Et nous, ça va nous permettre de fermer des places d'IME qui coûtent vraiment trop cher. Alors que là aussi, il y a des listes d'attente phénoménales. Donc je ne comprends pas que l'UNIOPS ait validé, en quelque sorte, en tout cas facilement avalé, cette expression « transformation de l'offre ». Et je m'oppose dans mon association à cette appellation « transformation de l'offre ». Moi, je suis favorable à un élargissement de l'offre. Je suis favorable à un enrichissement de l'offre. Tout ça, ça veut dire en faire plus pour plus de personnes. D'accord, ça coûte plus cher, mais faire plus, pas faire moins pour les personnes qui en ont le plus besoin, en agrémentant ça de dispositifs, de plateformes et tous les machins qu'on nous met devant les yeux depuis quelque temps. Enfin,
je continuerai éternellement de lutter contre la transformation de l'offre. Battons-nous pour l'élargissement de l'offre. Peut-être en premier niveau de réponse, je ne sais pas si le réseau Uniap sur Yap a avalé de manière aussi simple que ça la notion de transformation de l'offre. Si on l'a mise dans l'atelier, c'est bien aussi pour la mettre en débat. Et c'est bien aussi pour ça qu'on évoque sur la question de la responsabilité associative. C'est pas il y a la responsabilité juridique, mais aussi la responsabilité politique. C'est ce que je rappelais en introduction et on reviendra dessus. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Florence Ferrandi pour l'APAJH du Tarn. Moi, ça m'intéresse en termes de décloisonnement, y compris des pratiques professionnelles. Je veux juste comprendre, parce qu'il y a un truc qui m'échappe, mais si ça marche, demain je le fais. Donc, en fait, vous avez, pas 12 associations, 12 établissements, je comprends, mais pas 12 associations. Il doit y en avoir un peu moins que... Voilà, mais combien d'assauts? Vous. Donc, c'est que l'APF. Donc, ça, c'est déjà très important, parce qu'il pourrait y avoir aussi cette logique d'être à plusieurs associations. C'est encore une autre étape. On va dire. Donc, vous n'êtes que l'APF avec 12 finesses. Donc, ça veut dire concrètement qu'une personne qui est notifiée pour un seul de ces établissements va pouvoir bénéficier, je vais le dire comme ça, d'une compétence, une expertise, qu'importe, qui existe dans un autre établissement et qui, au sein de la plateforme, va lui être proposée pour répondre à son projet et à ses besoins si je fais vite. C'est ça l'idée. D'accord. Donc, en fait, ça ne change rien. Les personnes, elles sont malheureusement identifiées par la CDAPH sur un établissement, mais dans votre organisation, elles peuvent bénéficier sur cette plateforme. Donc, elles ont un seul projet de parcours, c'est ça, qui est transversal ou qui est... Alors, aujourd'hui, l'intention est bien de sortir de cette logique de nos silos administratifs de finesse. Ça, c'est l'intention. Je ne dis pas qu'on va y arriver. On se bat avec ça, en mobilisant notamment le directeur de la DGCS, qui est venu sur place voir de quoi on parlait et qu'est-ce que l'on demandait. Mais après, dans l'idée, c'est qu'en effet, les personnes... on a même gelé l'équivalent de 10 équivalents temps plein financiers. Donc, on est autour de 380 400 000 euros. Pourquoi on a fait ça? Pour permettre de financer des actions libérales, c'est-à-dire que la personne puisse choisir non pas le médecin de la plateforme, non pas le kiné de la plateforme, etc. Et de se dire comment tout d'un coup on va financer à l'extérieur parce que c'est le choix de la personne. Et à l'inverse, quand je disais tout à l'heure, on pourrait être, parce qu'on a un plateau technique important, comment on peut être le droit commun d'autres? C'est-à-dire comment, à l'inverse, la plateforme peut être au service de la page qui est à côté et qui aurait besoin tout d'un coup d'une rééducation, que sais-je. Et c'est vraiment d'être dans cette logique. Je veux pas donner l'impression de faire le malin aujourd'hui. Je suis au balbutiement de tout ça. Je suis loin d'avoir réalisé tout ce que je vous décris. Je vous parle vraiment de l'intention que nous avons. Je vous propose 3 dernières prises de parole. Voilà. Et puis, on va passer au témoignage suivant. Bonjour à tous. Bernard Catalot, président de la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos, vice-président de l'UNAPI PACA Corse. Nous sommes une association de parents en situation de handicap avec 14 établissements qui accueillent 650 personnes, 340 salariés. Et moi, je voudrais bien savoir si vous n'avez pas eu la bronca avec le personnel et avec les parents quand vous avez lancé votre affaire de dire on va sortir les gens du foyer pour les mettre dans des établissements, dehors. Voilà. Je voudrais savoir comment ça s'est passé. Ça ne s'est pas très bien passé. Et ça ne se passe toujours pas très bien. C'est-à-dire que surtout la question de la transformation de l'intervention des professionnels, ce que je disais notamment pour les aides-soignants. Là, on est vraiment dans le dur, c'est-à-dire qu'il y a une forte résistance et je ne sais pas si nous parviendrons à la dépasser. C'est-à-dire que cette logique vraiment du domicile et du foyer, elle est profondément ancrée dans l'intervention des professionnels.
Bonjour, François Nice, Centre Saint-Exupéry dans la protection de l'enfance. Je vous remercie de votre intervention et de votre présentation parce que ça montre encore que dans le secteur médico-social et associatif, on est incapable d'innover. Et nos ancêtres qui ont créé les associations sont partis de cette idée d'innovation et de répondre à un besoin. Et donc, vous montrez qu'aujourd'hui, malgré les difficultés que vous avez présentées, on est en capacité de dépasser cette complexité et de proposer des choses. Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième point, vous parlez de difficultés par rapport à la présentation de mise en foyer à l'extérieur, d'externalisation. Quand on parle et quand on promeut l'autodétermination, moi, j'aime bien parler aussi de dire il faut que les gens aient une offre. C'est-à-dire que la personne en situation de handicap, la personne âgée, le jeune enfant, il puisse choisir ce qu'il veut. Et pour ça, il faut qu'on soit en capacité d'avoir une offre diversifiée. Et si on dit notre modèle, nous, c'est que le foyer d'hébergement, à un moment donné, il va choisir que le foyer d'hébergement parce qu'il n'a que ça en face de lui. Et donc, on doit être en capacité, et j'entends bien la complexité que vous avez avec votre personnel, parce que lui, il ne connaît que le foyer d'hébergement, ou le foyer de vie, peu importe. S'il n'est pas en capacité de dire, à un moment, lui, le jeune adulte, il veut être autonome pendant une période de sa vie, puis peut-être à un moment donné être en habitat inclusif, puis après peut-être tester le foyer, puis sortir du foyer et tester d'autres choses, si on n'est pas en capacité de l'accompagner dans son parcours de vie, dans son choix, en lui proposant une offre, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Il faut à la fois le choix, mais il faut aussi la possibilité de retour en arrière. C'est-à-dire le droit à ce que ça ne me va pas et comment je sécurise le fait de revenir à la situation antérieure. Alors, Pedro Nieto, Association des clos du Loiret. Alors, excusez-moi, mais je complète un petit peu les propos donc, de Michel Beaubois, là, de la même association, mais peut-être pour éclairer la salle. Ce qui est important, puisqu'on parle aussi de gouvernance associative et de stratégie associative. Après, évidemment, les mots ont de l'importance. Si l'association, elle a décidé ce qu'a dit donc Michel Beaubois, qui est ancien président de l'association, qui était de dire, oui, voilà notre vision des choses, parce qu'il faut resituer aussi le contexte. On est dans un milieu rural, un foyer de vie de 61 places, organisé en village, c'est-à-dire avec des petites résidences. Et puis, il y a une résidence en centre-ville qui n'est plus adaptée, et c'est au cours de cette proposition de l'association de réimplanter dans des locaux neufs les 10 résidents du foyer de vie, donc qui était projet proposé au département, et c'est là qu'ils ont essayé de nous proposer de l'habitat inclusif. L'association, avec les familles, avec les salariés, elle a tenu bon en disant, sur un milieu rural où l'offre est déjà sous-estimée par rapport aux besoins, ça serait vraiment une mauvaise chose que de réduire la capacité de l'établissement. Mais par ailleurs, l'association, ça n'a pas été dit, mais je complète, l'association a proposé quoi? Un projet d'habitat inclusif à côté, un projet de création de services d'accompagnement à la vie sociale d'une dizaine de places, et la négociation qui a duré avec un ping-pong, mais dans de très bonnes, on va dire, dans de très bonnes conditions avec le département, fait qu'on a réussi parce qu'il y avait aussi les propositions de l'association, en plus donc de ce réinstallation des 10 résidents. Donc, c'est ce qui a penché dans la balance. Donc, la stratégie associative, ce n'est pas d'être moderne pour la transformation. Et il y aurait les anciens qui auraient une vision un petit peu en rétrograde, mais c'est plutôt de dire, oui, on est pour l'habitat inclusif, mais dans ces conditions-là, avec un public un peu différent, qui pourra habiter les logements qu'on va construire, parce que c'est l'association qui a pris dans ses statuts le statut de bailleur social. Vous voyez jusqu'où ça va aller, c'est-à-dire que c'est l'association qui construit, c'est pas un bailleur social, c'est l'association qui va faire ce projet-là. Donc voilà, c'était pour expliquer aussi, pour pas qu'on soit dans une querelle d'anciens et de modernes. Merci de ces précisions. Une dernière prise de parole et puis après on va passer au témoignage suivant parce que je sais déjà qu'on va déborder. Oui, bonjour. Caroline Urbain, URIOPS Pays de la Loire. C'est certainement dans le prolongement de l'intervention qui vient d'être exprimée là. La question de les résistances que vous avez rencontrées, notamment de la part des professionnels, mais aussi
peut-être de la part des familles. Moi, je m'interrogeais sur la façon dont le projet associatif, vous êtes une association donc importante en taille, en salariés, en zone d'intervention. Dans quelle mesure la façon dont le projet associatif a été construit, par qui, avec qui, est-ce que ces éléments-là ne pèsent pas sur la façon dont chacun va s'approprier plus ou moins le projet et son déploiement. Voilà. C'est donc comment le projet il est construit, pensé. Alors là, il a été il a été complètement renouvelé l'année dernière et avec vraiment toutes les strates de l'association, c'est-à-dire avec une logique de groupe de travail sur toute la France et une consolidation des apports. Donc ça a vraiment été un travail de co-construction, tant d'adhérents que de professionnels, que de personnes concernées. Toutes les forces ont été... ce qui ne veut pas dire que malgré ce travail-là, l'appropriation du projet associatif soit réelle. C'est-à-dire que c'est vraiment un combat où on est sans cesse à le remettre sur la table. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à mettre beaucoup d'énergie à écrire le projet associatif, à penser le projet associatif, et puis à le laisser un peu prendre la poussière sur l'étagère. Donc là, on essaye, en mélangeant là aussi toutes les strates de l'association, d'avoir des espèces de clauses de revoyure où on voit où est-ce qu'on en est, avec des déclinaisons, c'est-à-dire chaque territoire s'empare d'une thématique du projet associatif, pas de tout parce qu'il y en a de trop, et de voir comment ça avance, et surtout à chaque fois de raccrocher ce que l'on fait par rapport aux grands axes du projet associatif. Merci à vous, Jérôme. Et je vais laisser la parole à Bruno, qui va nous présenter aussi un projet qu'il a pu mener dans sa carrière autour d'une tournée en Chine avec des ouvriers des AT. Et peut-être qu'il y aura d'autres aussi exemples, mais en tout cas, c'est quel est le rôle et la place de la gouvernance lorsque l'on souhaite faire un pas de côté dans une association. Quelle est la place aussi en interne du dialogue social avec les IRP. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, alors, ce sera moins complexe que la mise en place des plateformes. Je vais ramener les éléments de contexte en termes de temporalité. On est en 2014. Ça, c'est juste pour dire que le plan de transformation des ESAT n'est pas encore enclenché. Et sur l'association où j'étais, on avait un atelier d'ESAT qui était devenu à vocation artistique, qui faisait des percussions et qui avait été repéré par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et qui avait par biais de relations obtenu une relation avec les percussions de Shanghai pour aller faire une tournée pour le coup en Chine pendant 3 mois avec nos 12 percussionnistes travailleurs des AT, un éducateur, moniteur d'atelier qui était percussionniste avec eux, et puis un directeur artistique qui était une personne tierce de l'association, un prestataire extérieur en fait. Et du coup, quand on a été confronté à cette superbe demande, on a été aussi très très rapidement confronté à tout un tas de personnes qui sont venues expliquer pourquoi on ne pouvait pas le faire. Ça a commencé par les syndicats salariés, ça a été alors par les syndicats, je pense l'inspection du travail, ça a été les administrateurs de l'association qui se sont inquiétés de la manière dont on allait pouvoir faire l'accompagnement et puis de la responsabilité pénale qui était prise là-dessus. Alors, là où ça a tenu et là où on a réussi à construire les choses pour le faire, c'est que, en fait, les personnes concernées elles-mêmes, les 12 percussionnistes, ils avaient envie de la faire, cette tournée. Et donc, du coup, sur cette base-là, sur la base du fait que les personnes avaient envie de le faire, on a réussi à les rencontrer. D'abord, ils ont pu aller s'exprimer auprès des administrateurs de l'association, des parents, on était dans une association parentale. Ils ont pu défendre cette envie-là. Ils ont pu aussi, on les a accompagnés et après on a géré les relations avec les IRP et les syndicats. Et puis petit à petit, on a négocié les choses. Chose pas évidente non plus avec l'ARS à l'époque,
puisque on n'était peut-être même pas encore en ARS, si on était déjà en ARS. Ils n'avaient pas quoi. Ils n'avaient pas le modèle. Ils ont cherché tous des endroits où est-ce que des gens avaient déjà fait ça dans la France entière, c'est que c'était possible, est-ce qu'ils avaient le droit de donner l'autorisation de le faire. Mais à chaque fois, le fait de s'être appuyé sur le fait que les personnes elles-mêmes revendiquaient le projet, que autour d'elles, elles ont réussi à fédérer, d'entraîner, on a fini par réussir à négocier alors un méga transfert. Je ne sais pas s'il y a des directeurs de foyer. Maintenant, on est frileux à faire un transfert de 2 jours. Donc, on a fait un transfert de 3 mois en Chine. On ne savait pas où ils allaient dormir, etc. Et bon, ils ont fini à Versailles. Donc, Versailles, c'était sympa. Et donc, effectivement, on a pu le faire. Et quand on avait parlé de transformation, alors, transformation de l'offre, mais quelque part, c'est une manière d'agir différemment. Et puis de la question de la gouvernance, et quand on parle de gouvernance, il y a la notion de la gouvernance et puis toutes les parties prenantes qui vont venir impacter sur la gouvernance. On voit que si on pose le sujet sur la table, qu'on ne s'arrête pas au premier point de blocage, etc., on a réussi. Et le point le plus sympathique, c'était de discuter avec l'inspection du travail et nos délégués syndicaux qui étaient... pas très souvent aidant dans la façon dont on... Voilà. Ils étaient parfois bloquants, mais là, on a réussi à monter les choses avec des systèmes d'heures définies, d'heures de récupération, de compensation. Voilà, on a beaucoup travaillé avec la question des compensations, etc., mais toujours en partant de la question du droit. Voilà, ça c'était un exemple. Alors c'est vrai que c'est pas du tout comme la plateforme. Et le deuxième exemple, on va retrouver ça. C'est plus récent, c'est en 2017. On est appelé par le département, donc par les services du département, les techniciens, pas les politiciens, les techniciens du département. Et ils nous disent, ben voilà, j'ai un problème avec une structure. C'est une aidante familiale qui accueille des personnes en situation de handicap et elle a un agrément pour 5 personnes. Et elle en a 8 dans son domicile. On a laissé faire depuis quelque temps parce qu'elle prenait des gens que les établissements de type femmes et masse ne voulaient pas prendre parce qu'ils étaient trop lourdement handicapés. Et elle les prenait à son domicile en aidant familial. Donc petit à petit, le service étant rendu, elle avait fait ça. Donc il y avait un système un peu spécial où il y avait 5 places qui étaient financées par l'accueil à domicile, l'accueil familial, et puis les 3 autres places, c'était une sorte de mutualisation de PCH. À l'époque, ce n'était pas encore complètement autorisé. Et puis de la participation à partir de leurs ressources propres, quoi, avec une sorte de pot commun. Et le département dit, bon, je ne peux plus trop accepter ça. En plus, on a des soupçons et puis on a des questionnements des acteurs autour de ce dispositif sur le fait que, est-ce que la bientraitance y est ? Et puis, c'est quand même 8 personnes en situation de handicap à un endroit. On a les évaluations internes qui doivent se profiler comme il n'est pas agréé. On n'aura pas d'évaluation. Donc, ils nous disent, est-ce que vous ne pouvez pas aller regarder pour voir comment vous pouvez rentrer ce truc chez vous, quoi, dans notre asso. Et là, c'est pareil. Finalement, on se retrouve bien avec une question au niveau de la gouvernance où finalement, on a beaucoup plus... Si on raisonne les choses d'un point de vue purement gestionnaire et d'un point de vue purement technique, plus d'ennui, pour parler poliment, à y aller que à ne pas y aller. Et du coup, les tout premiers réflexes, c'est pareil. On a beaucoup d'argumentation, beaucoup de personnes qui disent bah non, faut pas faire, c'est pas ci, c'est pas ça. Et puis, nous, on avait un projet associatif, donc c'était une association dans la maladie psychique, un projet associatif où on parlait d'autodétermination des personnes et on commençait à le mettre dans le projet associatif. C'était vraiment les débuts. Et le président, il dit, mais en fait, on est en train de dire que c'est pas cool, mais en fait, on n'a pas demandé l'avis aux personnes qui y habitent. Donc, il me dit, bah, Bruno, vous allez les rencontrer. Et puis, on en reparle. Et du coup, on est allé les rencontrer et les personnes ont pu exprimer le fait qu'elles voulaient rester dans cet espace qu'eux, ils appelaient la colocation.
Et donc, il considérait qu'il voulait rester. Et donc, on s'est mis à travailler sur cette base-là, sur le fait qu'il voulait le faire. Et alors, pareil, hein, on a monté un dispositif qui était un peu expérimental. Comme ça rentre dans les cases. Si vous n'avez pas de cases, vous faites expérimental, ça marche. Ça marche que 3 ans. Après, c'est des problèmes 3 ans après. Donc, on a fait un dispositif expérimental. Il s'est appelé SAVS en colocation, en fait. Donc, on a monté un dispositif de type SAVS sur la base de... En fait, on a discuté avec les personnes qui étaient accompagnées sur la structure. On leur a proposé de se mettre en association elles-mêmes de colocation. Donc, elles ont créé leur propre association. Donc, nous, on s'est mis en SAVS qui venait aider cette colocation à vivre ensemble. Et donc, on avait aussi le problème du bâtiment, donc on les a sortis, parce qu'il y avait des propriétaires du bâtiment, on les a sortis du truc en les mettant dans une sorte de SCI pour qu'ils versaient juste un loyer. Voilà, c'était réglé. Et on a réussi à passer ça. Mais effectivement, c'est très... Enfin, après, il y a le juriste qui va parler. C'est des dispositifs où quand on est directeur général d'association et puis qu'on a un président, un bureau, etc., il y a un moment donné, il faut quand même que les gens disent « Ok, on y va ». Comment on le trace dans les comptes rendus de bureau. Et là, on avait la chance, c'est qu'on avait quand même le département concerné qui était complètement associé au dispositif. On a mis en place avec le CREAI aussi un dispositif d'évaluation permanente. Comme ça, on avait un tiers externe qui venait en permanence évaluer. Et à la sortie, ce dispositif parce que c'était valable pendant 3 ans. Après, on ne pouvait plus être en dispositif expérimental. Et comme on venait de créer une mini-plateforme, alors pas aussi poussée que celle que fait Jérôme, mais une mini-plateforme où on avait regroupé les structures, finalement, le département a rentré ce service dans le dispositif de plateforme. Et depuis, dans notre plateforme de logement, pareil, de logement regroupé, de logement diffus, etc., on a ce service d'accompagnement auprès d'une colocation. Alors voilà, il y avait quand même des points très techniques, très durs, où pareil, on a été obligé de verrouiller avec les syndicats et l'inspection du travail, parce que la personne qui était à l'origine du projet, puis après je laisserai la parole, qui était à l'origine du projet, vous vous rappelez, c'était une dame qui était accueillante familiale. Ben, en fait, on l'a pris dans nos effectifs, et du coup, elle habitait dans le domicile avec la colocation. Donc j'avais un salarié qui travaillait 35 heures avec eux, mais qui le reste du temps habitait avec eux sans travailler avec eux. Donc, avec l'inspection du travail, ça a été assez compliqué à checker. On l'a fait, on a tracé, voilà. C'est juste de dire, et moi, quand l'UNOPS nous avait sollicité pour parler de ces exemples-là, c'est vraiment de dire qu'en partant des personnes, en fait, voilà, tout à l'heure, la question sur le projet associatif est claire. Il faut aussi que le projet associatif et poser des bases sur lesquelles on peut s'appuyer. Il ne faut pas inventer les choses au moment où elles se produisent. Il faut vraiment que ça que ça s'étaye et puis qu'on puisse s'appuyer dessus. Mais une fois qu'on a ça qui est appuyé, et là, pour le coup, on avait aussi la confiance, pour le coup, des financeurs. Tout à l'heure, on en parlait. Parfois, avec les financeurs, on peut aussi travailler en confiance et en échange d'une sorte de réciprocité de proposition. Et voilà, ça avait pu fonctionner. Merci. Vous évoquez à chaque fois les discussions avec l'inspection du travail. Est-ce que vous avez négocié des accords internes qui ont été validés par l'inspection du travail, ou est-ce que c'est resté à l'état de « bon, allez-y, mais on ne regardera pas trop de ce côté-là » ? Alors, sur le méga transfert, là, non, c'était un courrier qui expliquait toutes les horaires, les compensations, tac, on a fait une sorte de rapport d'une 20aine de pages et c'était un one-shot, quoi. On n'a pas construit quelque chose qui pouvait se reconduire régulièrement. C'était une négociation pour le one-shot. Par contre, pour le domicile, etc., on a fait non, c'est pareil, on était sur un courrier avec l'inspection du travail où on calait l'organisation, on définissait les modalités, etc., et on mettait une date de sortie. C'est-à-dire qu'il dit, OK, je comprends, vous avez un besoin, il faut que vous accompagniez la sortie du dispositif de la personne parce que ça ne va pas marcher si elle sort tout de suite. Et il nous avait donné une échéance de 2 ans pour qu'elle sorte. Et au bout de 2 ans, elle était sortie. On a eu le Covid et elle n'avait pas voulu se vacciner. Ok, merci. C'est comme quoi ça peut aider parfois. Contexte. C'est quoi mon invention?
Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour Bruno? On passe à Arnaud. Arnaud, la question là, qui peut se poser, c'est jusqu'où on peut aller dans le cadre des exemples évoqués. Est-ce qu'il y a une réelle prise de risque des associations sur les exemples qui ont été donnés? J'ai aussi en tête parfois des projets qu'on souhaite mettre en œuvre dans les ESMS, et puis on s'imagine que la réglementation nous l'interdit, alors même qu'on est peut-être simplement sur du mythe ou sur des idées reçues. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, si vous m'y autorisez, juste au préalable, j'aimerais peut-être réagir sur quelques petits propos qui se sont tenus effectivement ça et là depuis le début de cet atelier. Je pense effectivement qu'il ne faut pas qu'on soit dans une logique de tout ou rien, où des modernes et des anciens, où il y a les sachants et les non-sachants. Je crois que la vie, elle est quand même faite d'une plus grande complexité. Et c'est là où il y a peut-être mal-donne, en tout cas incompréhension, entre finalement ceux qui disent il faut s'appuyer plus sur le savoir des personnes, sur leur envie, sur leur désir. Et évidemment, ce à quoi je souscris totalement. Mais les mêmes qui vous disent ça, parfois, je parle des décideurs, sont ceux-là même qui vous disent dès le départ la réponse qui doit correspondre, en sachant qu'il n'y a pas d'analyse fine des besoins de la population. Et donc, ce qui, je pense, peut aussi braquer parfois les acteurs de terrain, c'est un peu cette approche binaire, finalement, de soit l'établissement classique, soit le droit commun, et puis circuler, il n'y a rien à voir. Et en réalité, moi j'aime beaucoup ce qui a été dit tout à l'heure, c'est oui, il faut élargir le champ des possibles pour les personnes. Et oui, il faut leur offrir une palette beaucoup plus large, sans préjuger à l'avance du choix qu'elles vont faire. Et je crois que là, à partir de ce moment-là, on est dans la vraie vie. Alors après, on va se heurter à des logiques administratives, etc. Je vais y revenir. Mais ce qui devrait quand même porter l'ensemble des acteurs, ce serait bien effectivement de partir des besoins, des aspirations des personnes et de construire des réponses qui soient en phase avec ces besoins et ces aspirations. Alors bien sûr, retravailler avec les savoirs d'autres acteurs qui viennent se conjuguer au savoir des personnes elles-mêmes. Mais à un moment donné, moi, je ne vous cache pas, ce qui me rebute, c'est de voir qu'on a l'impression que c'est binaire. La vie, c'est pas binaire. Je pense que faire comme si les personnes étaient issues du même territoire, comme si elles étaient issues des mêmes catégories socio-professionnelles, avec le même réseau relationnel, etc., etc., faire comme si les hommes n'avaient pas, les femmes, des désirs propres, etc., moi, me stupéfie toujours. Et quand j'avais vu d'ailleurs la lettre de mission de Sophie Cluzel au corps d'inspection, l'inspection générale des finances, l'inspection générale des affaires sociales, sur une mission sur les ESAT, et qui était quand même très à charge, la lettre de mission, eh bien, heureusement qu'il y a eu des inspecteurs généraux qui sont allés à la rencontre des ESAT, qui sont allés à la rencontre des travailleurs en situation de handicap, pour leur dire concrètement, qu'est-ce que vous voudriez, vous? Et évidemment, ils ont eu une diversité de réponses entre ceux qui venaient du monde ordinaire et qui en avaient souffert et qui trouvaient enfin leur place dans un ESAT, et d'autres qui disaient, écoutez, moi, les ateliers, les activités, je les ai à peu près toutes faites, moi j'aimerais bien passer à autre chose maintenant. C'était la vraie vie qui rattrapait tout le monde. Voilà. Mais en droit, notre problème, c'est que c'est pas de voter des lois qui, à chaque fois, vont affirmer un certain nombre de grands principes. Ça, on sait faire en France. Alors, en 1975, quand on regarde la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, elle nous parle déjà de l'accès au droit commun chaque fois que possible, chaque fois que les aptitudes de la personne et de son entourage le permettent. Et on n'est pas en train de... aujourd'hui, on dit inclusion, 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 inclusion. Ce n'est pas quelque chose que l'on découvre. Voilà. Donc, nous, les juristes, avec un peu d'histoire juridique, on se dit, quand même, il y a quelques lois qui ont balisé le chemin. Et donc, pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout? C'est ça la question qu'on devrait se poser. C'est parce qu'évidemment, il y a des prérequis pour que ça marche. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, décréter un certain nombre de choses. Décréter l'élargissement des possibles, c'est faire en sorte que l'ensemble des acteurs de la société et l'ensemble des décideurs publics soient autour de la table. Parce qu'on parlait, par exemple, du reportage de M6, mais la réponse, qui est quand même assez incroyable dans cette histoire, c'est le contrôle. Bon, le contrôle. Alors, très bien. Mais alors, le contrôle des établissements spécialisés.
Parce qu'évidemment, on n'a pas dit tout de suite, du côté de l'éducation nationale, nous allons contrôler toute l'éducation nationale parce qu'il y a quand même telle enseignante qui disait oui, que la fille, elle apprenait les apprentissages, mais en réalité, elle était en train de regarder un jeu vidéo pendant toute la journée. Donc, en réalité, on voit bien qu'on veut faire porter aussi au secteur social et médico-social une responsabilité qui n'est pas que la sienne. Voilà ce que je veux dire. Et c'est qu'élargir les possibles pour les personnes, ça suppose de mettre en mouvement l'ensemble des acteurs publics, l'ensemble de la société. Ça, c'est un premier point sur lequel je voulais revenir un peu en réaction. Le deuxième point, c'est que notre droit n'est pas aujourd'hui adapté au chemin que l'on veut parcourir. Et c'est ça le problème, c'est que nous sommes à la fois dans une production de normes incroyables, de normes juridiques plus ou moins bien assises d'ailleurs, mais peu importe, de normes incroyables, où il n'y a pas un seul texte qui ne sort pas chaque semaine, etc. Nous sommes sur des demandes d'études qui sont faites auprès des acteurs que vous êtes pratiquement toutes les semaines. Il faut faire remonter des informations, etc., etc. Et pendant ce temps, on ne met pas en harmonie le droit avec ce qu'on a envie de faire. Et moi, je suis frappé, comme beaucoup d'autres juristes, par le fait que le Code de l'action sociale des familles, il est en réalité aujourd'hui très daté. Puisqu'en réalité, il est marqué par sa conception originelle de l'établissement ou du service. Et on voit bien, on parlait de dispositifs, mais quand, par exemple, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, regroupés au sein de l'AIRE, dont j'ai eu l'honneur d'être administrateur, ont proposé la notion de fonctionner en dispositif. Quand on est allé voir le cabinet de la ministre, Marisol Touraine, quand on est allé voir le directeur de cabinet, et qu'on lui a dit pourquoi on n'en profiterait pas pour dépasser la notion d'établissement et service et pas laisser simplement des établissements et services fonctionnent en dispositif. C'est-à-dire qu'on aille carrément vers une autorisation du dispositif, une tarification du dispositif, une seule évaluation pour le dispositif, etc. La réponse du directeur de cabinet de Marisol Touraine, ça a été « c'est prématuré ». Oui, mais enfin, c'est prématuré, c'était 2015-2016. Donc, 8 ans plus tard, on en est encore là, en réalité. Et on n'en est même pas, d'ailleurs, à la sortie du décret, mais ça devrait venir. Je n'ai pas regardé le JO ce matin, du décret sur les dispositifs. Oui, DIM ou DAM, j'avoue honnêtement que je n'ai pas regardé ce matin le journal officiel pour voir si le texte était sorti. Mais c'est juste pour dire qu'on a un problème d'adéquation du droit par rapport à ce qu'on veut faire. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est qu'on est dans un système en silo, en fonctionnement en silo. Alors, tout le monde le dénonce, mais le problème, c'est qu'on a du mal à en sortir. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir que même quand il y a un seul financeur, on a quand même un problème de silo. Là, je parle avant même de la création de la branche autonomie de sécurité sociale, quand vous regardiez les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, on ne voulait pas trop les développer parce qu'on se disait ça va amputer l'enveloppe médico-sociale. Mais en même temps, on ne se préoccupait pas de ce qui se passait côté médecine de ville, enveloppe médecine de ville. Et donc, la Cour des comptes vous dit au gouvernement, mais c'est un peu stupide votre histoire, parce que finalement, vous êtes en train de freiner la création des SIAD, alors que c'est très intéressant, et c'est très intéressant, y compris en termes de maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Et puis là, plusieurs dizaines de milliers de places qui sont donc annoncées sur plusieurs années. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un droit qui est inadapté, bâti sur des concepts anciens, avec un fonctionnement en silo, où effectivement, on voit bien qu'on ne parle pas de la personne, on parle d'un fonctionnement politico-administratif. Et je pense qu'effectivement, l'exemple d'une personne en situation de handicap, selon qu'elle est dans un foyer, on va dire, un établissement d'accueil médicalisé ou non médicalisé, eh bien, l'intervention de l'offre médico-sociale ne pourra pas s'opérer dans un foyer en termes pur droit, non médicalisé, alors qu'elle pourra s'opérer dans un foyer médicalisé. Pourquoi on n'arrive pas à dépasser ce concept-là et à considérer que la personne, elle est dans son logement, elle a besoin d'un accompagnement, et peu importe qu'elle vive dans un établissement labellisé, accueil non médicalisé ou accueil médicalisé, eh bien, il doit y avoir cette souplesse possible parce qu'on devrait partir des droits des personnes. Et des exemples comme ça, on en a plein à l'appel. Je vois en face de moi Sébastien Paubier, directeur général. Non, je n'allais même pas parler de Séraphin, j'allais parler de quand il a été directeur général du Clos du Nid en Lozère, à quel point
le fait, par exemple, de rester encore sur des notions de domicile de secours pour les personnes, c'est-à-dire de dire c'est tel département qui doit payer si la personne a son domicile de secours dans tel ou tel département. À quel point cette notion-là est antagoniste avec le développement de l'offre de services. Parce que plus vous développez l'offre de services, plus les personnes vont habiter dans le département, et plus ce département va devoir assumer une charge croissante de financement au titre des CVS, ou de SAMSA, etc. Et on voit bien qu'on a en fait tout un tas de freins comme ça auxquels il faut s'attaquer. Alors, juste pour dire, bon, moi, je ne sais pas si le mot transformation, évolution, c'est bon. Moi, finalement, je comprends que ça vous interpelle très fortement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'élargir les possibles pour les gens, quand ça correspond à leurs aspirations et à leurs besoins. Et pour ça, on a besoin aussi d'être assis sur une analyse fine des besoins des personnes. On a besoin de dire à un moment donné, je suis désolé, votre analyse des politiques publiques, elle ne correspond pas aux aspirations des personnes. Comment vous, décideurs publics, vous gérez cet antagonisme? Vous qui dites qu'il faut mettre en œuvre l'autodétermination des personnes, vous êtes en train de mettre en œuvre une politique publique qui, en partie, va à l'encontre de ce que nous expriment les personnes, de leur volonté. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je fais souvent des premiers, deuxième points. Pardon, Arnaud. Pas de souci. J'ai du mal à compter après. Plaisanterie mise à part. La notion, par exemple, de domicile de secours, moi, je pense qu'il faut carrément la faire sacrément évoluer. Et voire même disparaître, à mon sens. Mais avec, en réalité, qu'on revisite le financement de la solidarité en supprimant cette notion de domicile de secours qui vient nous, en fait, bloquer beaucoup de choses, y compris sur les territoires. Parce que vous avez une offre où il y a des gens qui viennent de 10 départements, il y a peut-être le département d'accueil qui va être soutenant sur l'évolution, et puis d'autres qui diront, non, on veut pas. Donc, à un moment donné, comment on fait sauter la notion de domicile de secours? Comment, à un moment donné, on fait en sorte que les droits soient attachés au lieu où la personne vit, et que c'est le plateau technique qui s'adapte en réalité à la personne, plutôt que la personne qui doit changer de réponse technique. Voilà. Ça, c'est des vrais sujets en réalité, mais sur lesquels le Code d'action sociale des familles, comme d'autres codes, ne sont absolument pas armés. Et pour autant, nous sommes aujourd'hui dans une logique de bureaucratisation accrue du secteur social et médico-social, dont même les juristes ont du mal à suivre le mouvement. Et donc la question, c'est comment on arrive à rouvrir le chantier avec une logique de simplification. Et à chaque fois qu'on nous a annoncé la simplification, on a eu droit à la complexification. Donc, évidemment, je comprends très vite les réactions de certains de mes interlocuteurs qui sont en face de moi. Mais en réalité, prenons le Premier ministre au mot. Débureaucratisons. Eh bien, débureaucratisons pour de vrai. Arrêtons de demander aux gens de transmettre un certain nombre de documents. Assouplissons les cadres juridiques, effectivement. Faisons plus confiance aux acteurs de terrain et repensons la solidarité. Et j'ai envie de dire, juste dernier point, du côté des administrateurs d'associations, une vision claire sur ce qu'ils veulent porter. Autodétermination des personnes ou pas? Premier point. Deuxième point, est-ce que les administrateurs d'associations, ils sont capables de dire non à un certain nombre d'évolutions lorsqu'ils estiment que ça met en danger les personnes qui sont accompagnées? Parce que là aussi, on parlait de responsabilité civile, pénale, etc. Mais à un moment donné, quand on dégrade trop le niveau d'accompagnement et de qualité, on peut mettre en danger les personnes et les professionnels. Donc, à partir de quand la responsabilité associative dit « OK pour telle évolution sous telles conditions et on y va », et dans d'autres cas, dira non, c'est pas jouable parce que du coup, nous, on ne peut pas cautionner une telle évolution qui va à l'encontre, non seulement de la situation des professionnels, mais qui va à l'encontre, d'abord, à l'encontre des personnes accueillies ou accompagnées. On a cette responsabilité associative. Et puis, un dernier point, c'est, on le sait tous, face à une crise de gouvernance qui existe dans certaines associations, comment on réarme les administrateurs d'associations pour les faire monter en compétence pour certains d'entre eux sur ce qui est en train de se jouer, sur là où on prend des risques, là où on prend des risques, parce que pour moi, la question, c'est pas tant de prendre un risque, la question, c'est de prendre un risque assumé. C'est-à-dire d'être conscient de prendre un risque et de dire j'y vais ou j'y vais pas, je le prends ou je le prends pas, au regard des inconvénients que cela génère. J'ai dû à mon tour être beaucoup trop long, donc je m'arrête là, Arnaud. J'ai fait sans mes papiers, j'ai fait du Rosanvallon, sans doute avec moins de qualité que M. Rosanvallon. Et en 2 points.
Alors, il y a déjà des réactions. Oui, je ne m'étais pas présenté tout à l'heure. Hein, donc, je suis Henri Cage, président de l'URIOPS. Enfin, ce n'est pas l'URIOPS en Martinique, c'est l'URAS, où nous gérons aussi un centre de formation. Et puis, je suis aussi président de l'ADAPI Martinique. Je trouve qu'il faudrait qu'on arrête un peu cette hiérarchisation du handicap. Parce que autodétermination, oui, je suis d'accord, mais quand on a le polyhandicap, on ne peut pas parler d'autodétermination. En tout cas, je suis parent de 2 enfants polyhandicapés. Je ne vois pas comment mes enfants, on peut parler d'autodétermination pour mes enfants. Il faut tout faire pour eux. D'accord? Donc, pour moi, ce sont que des mots, et ça m'agace qu'on parle comme ça, enfin, de hiérarchiser le handicap. Ah, moi, j'ai absolument pas hiérarchisé. Non, enfin, c'est pas une attaque personnelle. Non, mais j'ai bien compris. Je dis, quand on vit un certain nombre de choses, on entend mal, en tout cas, ces mots. Oui. Moi, ce que j'entends mal, si vous voulez, c'est surtout qu'on parle à la place des gens. C'est-à-dire que ça, c'est en fait qu'on ait une politique volontariste qui cherche à faire bouger les curseurs. Moi, je suis plutôt pour ce principe. Non. Parce que tout ce secteur, il a été aussi fait d'évolution. Alors aujourd'hui, on voudrait le ringardiser, caricaturer son évolution. Voilà. Il faut sans doute faire une étape supplémentaire, comme nos prédécesseurs ont fait des étapes supplémentaires. Ça me paraît plutôt sain de se questionner régulièrement. Donc moi, ce qui me heurte plus, c'est de dire on a une politique volontariste et puis on vous donne la solution par avance, y compris dans les volumétries. Et ça, je trouve que ce n'est pas respectueux de la volonté des personnes, de leur entourage, puisque justement, le grand problème de la France, et qui a été dénoncé à juste raison, à la fois par l'ONU, dont le rapport, le Comité des droits de l'homme de l'ONU, dont le rapport avait des côtés moins séduisants, mais sur ce point-là, je pouvais y adhérer, et le Conseil de l'Europe, dont le Comité des droits de l'homme, saisi par les grandes associations dans le champ du handicap, qu'est-ce qu'il disait au départ? Il disait « La France est incapable de faire une observation fine des besoins de la population. Comment voulez-vous construire une politique publique lorsque vous n'êtes pas capable déjà de savoir de quoi vous parlez, mais avec précision ?» Non, mais tout à fait, ça, c'est la réalité. Parce que je regarde sur notre territoire en Martinique, avant, ça fonctionnait comment? On avait une difficulté, on avait un enfant handicapé, on montait une association, on allait chercher un agrément. Bon, l'État a inversé les choses. Donc maintenant, c'est l'État qui fait des appels à projets. Mais à quel moment l'État a évalué le besoin? On nous dit, par exemple, si je prends l'autisme, on est au 4e plan de l'autisme. Mais le polyhandicap, pas l'ombre d'un premier plan. Pas l'ombre d'un premier plan. Donc, et quand je m'adresse à l'ARS me dit, pour le polyhandicap, en tout cas, dans les années qui viennent, il n'y a rien de prévu. Et puis, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas jusqu'au bout du système. Parce que, par exemple, quand on dit, et moi je souscris à cette idée-là, qu'il faut que le médico-social, qui a développé une vraie expertise sur les publics en situation de vulnérabilité largement, vienne en appui du droit commun. Mais comment on le valorise, cette contribution-là? Aujourd'hui, dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, on ne valorise pas ça. On dit, alors oui, combien vous avez passé de conventions? Est-ce que c'est formalisé, pas formalisé? À terme du CEPOM, il faut qu'il y ait 100% de conventions formalisées, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, si on veut faire bouger les curseurs, eh bien, c'est grâce au médico-social qui a l'expertise qu'on peut aider la société à faire sa mutation, à mieux prendre en compte la situation des fragilités, du handicap et autres. Mais pour ça, il faut-il encore reconnaître que c'est une mission d'intérêt général qui mérite d'être financée. Or, aujourd'hui, quand vous négociez, par exemple, des CEPOM, on nous ramène toujours au schéma ancien. C'est-à-dire, on nous ramène au taux d'occupation, au nombre de personnes accompagnées, la file active, au nombre de prestations réalisées, sans que pour autant la prestation vis-à-vis du monde de droit commun soit aujourd'hui fortement valorisée. Et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas fait à lire le rapport de Denis Piveteau en amont de la conférence salariale.
il explique, justement, bon, c'est parler de Séraphin. Non, j'évite de trop parler de Séraphin, je laisse ça à d'autres. D'autres ateliers. Chez Denis Pifto, il y a quand même dans ce rapport quelque chose de très intéressant où il pointe le fait que Séraphin, justement, ne va pas, à part 2 items, ne va pas beaucoup plus loin sur la question de la valorisation de l'action du monde médico-social vers le droit commun pour aider ce droit commun à faire sa mue. Et on reste encore sur les anciens schémas de pensée en termes de financement. C'est ça qui, moi, me fait dire qu'on on produit trop de droits dans ce pays, on produit trop de normes, c'est un juriste qui vous le dit. Conséquence, nul n'est censé ignorer la loi. Moi, je ne sais pas qui est capable aujourd'hui de répondre à ce critère-là, en tout cas pas moi, ça c'est sûr. Et surtout, on ne traite pas de manière claire ce qu'il faudrait traiter pour soutenir les acteurs. Alors, bien sûr, il y a... Évidemment, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire soit on pleure, soit on se dit on essaie d'utiliser effectivement un certain nombre de voies. Et c'est vrai que la voie de l'expérimentation est une voie intéressante, sauf qu'elle a ses limites. Parce que moi, je me rappelle très bien, et je pense que Sébastien Pommier également aussi, lorsque nous travaillions dans le réseau IOP sur IOP, c'est que nous avions piloté la mobilisation du réseau sur la réforme de la loi de 75, avec Charles qui est également présent. Quand on pensait expérimentation pour nous, avec l'UNAPI, avec l'APF, avec la FEAP, avec l'UNADMR, avec l'UNA, etc., en fait, pour nous, c'était tenter autre chose. C'est autre chose en termes soit de financement, soit de réponse, de manière plus souple qu'une norme qui s'appliquerait à une catégorie d'établissements et de services. Mais le problème de l'expérimentation, c'est qu'en 2002, il y avait peu de décrets normes de fonctionnement. Certes, l'enfance handicapée, il l'avait depuis très longtemps avec les annexes 24. Mais donc, on voyait bien qu'au bout de, par exemple, 2 fois 5 ans, 10 ans, rentrer dans le droit commun, c'était moins compliqué en 2002 que ça l'est aujourd'hui, parce qu'on a démultiplié les décrets normes de fonctionnement et qu'à un moment donné, il faut recaser l'établissement expérimental dans une case d'établissement et services classique avec toutes ces normes de fonctionnement. Donc oui, on arrive à faire bouger le curseur pendant le temps de l'expérimentation. Le problème, c'est le après, évidemment, qui est posé. Et nous, en fait, les juristes, ça fait très longtemps qu'on dit, oui, une expérimentation, à la fin, on en fait le bilan, on abandonne, on généralise, et puis si on généralise, autant tester autant retenir la généralisation sur les bases qui ont été testées lors de l'expérimentation, c'est toujours mieux. Je fais une petite ouverture, je la referme immédiatement sur l'absurdité du schéma des services autonomie à domicile, schéma juridique. Bien sûr, le principe des services autonomie à domicile, j'y suis totalement pour, mais voilà, on a créé une usine à gaz juridique pour faire porter ces services autonomie à domicile, alors qu'on aurait pu parier sur l'intelligence des acteurs de terrain, avoir une souplesse de mise en œuvre sur le terrain, un objectif fort dans la loi, avec des obligations bien posées, d'articulation, et beaucoup plus de souplesse d'action pour les acteurs de terrain. Eh bien non, il a fallu qu'on en rajoute un beau cadre juridique, bien empêchant les acteurs de tourner en rond, qui vont faire que nous, les consultants, évidemment, on va beaucoup s'enrichir grâce à toutes les bêtises qu'il va falloir gérer juridiquement. Est-ce que c'est ce qu'on souhaiterait? Honnêtement, non, parce qu'on a bien d'autres choses à faire que ça. Et donc, en fait, on voit bien que parfois, à partir d'une bonne idée, le droit peut être aussi enfermant, alors qu'il devrait parier sur la souplesse des acteurs de terrain dans la mise en œuvre. Être exigeant sur l'obligation et être beaucoup plus souple sur la mise en œuvre. Une dernière question, Arnaud, et puis il va être l'heure. Oui, alors Géraldine Meyer, je suis la directrice de l'Oriops PACA et Corse. C'est une intervention en remerciement d'Arnaud Vinsonneau pour la fougue qu'il met toujours dans ses interventions, y compris quand il parle de sujets très techniques et juridiques. Plus sérieusement, c'était pour rebondir très rapidement sur quelques propos qui ont été tenus au début de cet atelier sur effectivement mais comment l'UNIOPS, comment le réseau a pu valider le terme de transformation de l'offre. Je crois que malheureusement, nous n'avons pas ce pouvoir de valider ou pas valider. Pour autant, je crois que c'est en tout cas ma vision que nous partageons avec certains dans le réseau, c'est que, en tout cas, cette question de la transformation de l'offre, elle se pose d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une occasion supplémentaire qui nous est donnée de réfléchir, de repenser à la manière dont on répond aux besoins des personnes qui sont accompagnées. Et effectivement, sur ce plan-là, on peut se dire que les dernières années n'ont pas forcément toujours permis le développement d'une innovation, du fait notamment de la forme
compris les autorisations de structure via des appels à projets dont les cahiers des charges sont quand même principalement élaborés par les pouvoirs publics. Donc effectivement, aujourd'hui, la transformation de l'offre, en tout cas derrière ce terme tel qu'il est utilisé par l'administration, reflète que la vision de cette administration et des pouvoirs publics de ce qu'elle devrait être, cette transformation de l'offre. Or, je pense que notre réseau a une responsabilité qui est justement de dire quelle est selon nous cette transformation. Moi, j'entends surtout diversification, et le mot est revenu très souvent dans les échanges, diversification, et effectivement que chaque personne soit en capacité de trouver une réponse qui lui soit adaptée, qui lui convienne sur un territoire. C'est ça l'enjeu. Et l'enjeu n'est pas forcément non plus que les associations aient toutes pour projet de gagner en part de marché sur les territoires, c'est-à-dire de grossir avant tout, parce que je ne suis pas certaine non plus que c'est en grossissant qu'on est forcément mieux doté pour répondre de façon qualitative aux besoins des personnes. Par contre, de répondre mieux, quelquefois par des partenariats, quelquefois effectivement en, entre guillemets, désinstitutionnalisant, mais en le faisant à partir de la volonté des personnes et non pas suite à une forme de commande publique, si je dois faire court. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et encore merci Arnaud pour l'énergie que tu nous communiques. Et merci Géraldine pour avoir fait ma conclusion, donc je vais pouvoir vous libérer. C'est la solidarité entre directeurs de... C'est ça. Et puis je suis le petit nouveau, alors... Non, bah voilà, l'atelier va se terminer. Effectivement, Géraldine a très bien résumé ce que je voulais redire. Vous redire aussi que le réseau, en tout cas sur ce que disait Géraldine, la question d'offrir une palette et puis peut-être simplifier les choses. On porte un plaidoyer, le plaidoyer de l'autonomie depuis l'année dernière et qu'on va aussi porter dans le cadre du projet de loi Bien vieillir. Arnaud, vous évoquiez tout à l'heure la capacité des associations, jusqu'où on accepte en fait et à quel moment on est en capacité de dire non. Rappelez aussi que parfois à plusieurs on est plus fort, que le réseau a aussi cette mission-là et que la place des corps intermédiaires, même si elle avait été un peu écartée par les pouvoirs publics à un moment donné et même ouvertement dans certains discours, elle a toute sa place dans la société française, on l'a vu ce matin aussi. Et donc opérateur, oui, mais pas que. On a aussi une parole politique à porter et c'est sur ces mots que je terminerai en vous souhaitant une bonne soirée à toutes et à tous et en vous retrouvant demain matin. Merci.